C'est l'heure du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Trui TV. Une nouvelle audience, la 4e de cette semaine, qui examine la récurrente préoccupation de la lutte contre le terrorisme. La capitale ghanéenne vient en effet d'abriter une conférence internationale de l'initiative d'Accra sur cette question. Regard des deux juges du tribunal de l'actualité qui siègent ce jeudi sur les conclusions de cette conférence, auquel a pris part le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Toumoungui. Bonjour, juge Ouedraogo. Bonjour, madame, monsieur. Président, bonjour. Juge Bougman, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le tribunal de l'actualité, c'est votre rendez-vous de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Et cette 4e audience de la semaine commence tout de suite avec, en premier lieu, les avant-propos des juges. C'est la séquence prisée avant-propos des juges. La parole est au juge. On commence par vous, Bernard Bougman. Merci, président. Mon avant-propos va concerner le rapport statistique mensuel des données d'éducation en situation d'urgence au 31 octobre 2022. Donc, il est ressorti qu'il y a eu, en tout cas, de fin mai à fin octobre, il y a eu, les établissements sont passés de 4258 fermés à 5709, c'est-à-dire qu'il y a eu 1451 autres structures éducatives qui ont fermé entre mai et octobre. Effectivement, dans plusieurs localités, les classes se sont terminées avec par moment de suspension, mais à partir des vacances, les choses se sont enlisées dans plusieurs autres écoles, même si en son temps, le maître mot, c'était qu'on montait en puissance. Donc pendant les vacances, on a perdu des classes. Même après, à partir de juin, juillet, on a commencé à perdre des classes alors que les écoles et les cours avaient pris fin dans certains établissements. Il y a des chefs d'établissement qui avaient dit qu'ils sont dans zone rouge et la question a été de savoir est-ce que vous avez pu terminer l'année scolaire. Ils disent oui, dis donc dans ce cas vous n'êtes pas concernés. Mais aujourd'hui ces établissements effectivement sont concernés. Et donc le nombre des élèves lui également est passé de 708 311 000 en fin mai à 1 8 327 en fin octobre. Et donc ce sont des chiffres que la situation sécuritaire nous laisse percevoir. Donc il y a urgence à agir dans une synergie des efforts. Il y a urgence à agir à tous les niveaux et ça demande l'implication de tous les Burkinabés. Parce que le tout militaire seul ne sera pas la solution. Maintenant, quelle intelligence on dose entre comment on appelle ça, la conjugaison du civil et du militaire, parce que ce que nous vivons ne sont pas que seulement des problèmes sécuritaires, il y a d'autres problèmes en dessous qu'il faut savoir identifier et puis régler. Donc du courage à toutes ces personnes, surtout à ces élèves qui sont affectés par cette situation et les parents qui ne savent pas comment faire dans ces conditions pour scolariser l'enfant alors qu'il y a un avenir qui se joue. Situation préoccupante, inquiétante, plus d'1 million de scolaires donc hors des circuits de l'éducation. Il va falloir trouver des solutions à cela. Oui, juge Inoussa Ouedraogo, quel est votre avant-propos du jour? Merci, président. Parlant effectivement de ces enfants qui ont abandonné l'école, on en trouve de plus en plus à Ouagadougou, à nos feux tricolores. On voit un peu les agissements, les comportements de nous les Ouagalais quand ils arrivent à nos véhicules. Très souvent on monte les vitres. Quand ils nous trouvent sur nos motos, on jette le visage par là pour ne pas voir cette misère, pour ne pas voir cette souffrance humaine, pour ne pas voir cette dignité qui a été arrachée à ces enfants, à ces tout petits et à leurs mères aux abords donc des feux tricolores dans nos rues. Et je voudrais donc interpeller nos autorités sur la nécessité pour l'État burkinabé de s'occuper de ces enfants-là. Quand on parle de lutte contre le terrorisme et qu'on parle d'anticipation et que l'ensemble des experts nous disent qu'il y a un lien entre la pauvreté, le sentiment d'abandon, le sentiment d'insécurité et le fait que justement des gens
ne sachent plus à quel sein se vouer parce qu'ils sont abandonnés par l'ensemble de la société. On doit pouvoir regarder de plus près ces enfants-là afin donc qu'on ne les pousse pas dans les mains de ceux qui les endoctrinent et qui contribuent à amplifier l'extrémisme violent. Pensons à ces enfants, pensons à leur réinsertion, pensons à une politique qui puisse leur permettre d'apprendre de leurs 10 doigts quelque chose à faire et ne pas toujours tendre la main, parce qu'à force de tendre la main et de se voir rejeté justement par cette société-là, on est à un moment donné obligé de se défendre autrement, et c'est ce qui donne malheureusement très souvent le terrorisme. Travailler à ne pas fabriquer une nouvelle bombe sociale, donc c'est le sens de votre avant-propos de ce jour, juge Inoussa Ouedraogo, et merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nouveau, bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité sur la télévision interactive Truth TV. C'est une émission que vous suivez en simultané également sur Radio Watt FM, la radio 100% urbaine. C'est une radio que vous écoutez sur 100.7 en modulation de fréquence. Nous parlons aujourd'hui de ce sommet des chefs d'État de l'initiative d'Accra, auquel a prépare le Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela. Nous avons déjà évoqué d'ailleurs le 22 septembre dernier cette conférence, ainsi que l'initiative d'Accra qui regroupe 7 pays ouest-africains. On attendait alors l'ouverture du sommet. Aujourd'hui, que peut-on retenir à présent que les travaux de ce sommet sont achevés, Bernard Bougman? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la rencontre s'est achevée sur une note d'optimisme pour certains et une note de réserve pour d'autres. Certains d'ailleurs ont brillé par leur absence sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. Donc ici, alors ce qu'on peut dire également, c'est que ça suscite aussi de l'espoir, parce que nous sommes dans une situation où s'il y a des engagements qui sont pris pour fédérer les efforts et se dire qu'on soit lointain ou proche, ça peut nous atteindre, c'est déjà une bonne chose. Donc ça, c'est l'espoir. Je pense que si les pays africains avaient écouté en son temps Amadou Toumanou Touré, quand la France et les États-Unis ont commencé à taper Tripoli, on n'en serait pas là. Mais des pays comme le Burkina ont fait la sourde oreille. Alors que ATT avait été clair dans ses propos en ce qui concerne le risque, pour ne pas dire le danger, de taper un pays comme la Libye avec tout ce que cela comporte. Et il avait dit en son temps que le Mali seul ne suffit pas. Il en a plaidé en vain. Donc son irresponsabilité a été mise en avant, sa mollesse, il n'est pas ceci, il n'est pas capable de surveiller ses frontières. On ne peut pas comprendre que, voilà, aujourd'hui, maintenant on comprend. Et c'est trop tard. Et donc aujourd'hui nous sommes également dans le même contexte où s'il faut laisser ceux qui sont sous le feu dire qu'ils vont tenir, si à un moment donné le verrou saute, l'appétit venant en mangeant, et les groupes terroristes sont de divers ordres, n'ont pas les mêmes objectifs, il y a même du grand banditisme là-dedans, donc à un moment donné vous ne pourrez rien contrôler. Voilà, donc je pense que c'est pourquoi j'ai pas d'espoir, mais ça n'empêche pas qu'à l'intérieur il y ait de la friction, il y ait de la méfiance vis-à-vis de l'organisation et surtout des éventuels partenaires. Alors justement, nous précisons que cette initiative a été lancée en 2017 pour lutter contre les violences djihadistes au Sahel et dans les pays côtiers. C'est un forum qui regroupe 7 pays, on l'a dit, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali et le Niger sont pour l'instant des pays observateurs. Alors en 2 mots, vous aussi, juge Inoussa Ouedraogo, qu'est-ce que vous retenez de la tenue de ce sommet de l'initiative d'Accra, avant qu'on rentre donc dans le dur de ce qui a été débattu? Oui, j'ai toujours dit que c'est une bonne chose quand des Africains se retrouvent par rapport aux problèmes qu'ils vivent pour essayer de trouver des solutions. Cette initiative d'Accra, vous l'avez rappelé, date de 2017. Ça fait déjà donc 5 ans que cette initiative existe. Diverses opérations ont été menées sous l'égide donc de cette initiative-là. Et pour moi, donc, c'est très bien qu'on essaie de mutualiser les efforts, aussi bien en termes de renseignements qu'en termes opérationnels sur le terrain. Mais le plus important, c'est de se poser un certain nombre de questions et d'apporter des éléments de réponse concrètes et de travailler de sorte à ne pas se laisser
divertis, et surtout ne pas rester dans de perpétuelles conférences à n'en pas fini, des sommets à n'en pas fini, des réunions à n'en pas fini, alors que sur le terrain, on a besoin d'armées, on a besoin d'équipements, on a besoin de renseignements pour parer au plus pressant. Donc pour moi, c'est une bonne chose que des gens se retrouvent, que des sécurocrates se retrouvent pour discuter, mais c'est encore mieux qu'on aille vite et bien. On aille vite et bien et sortir de la réunionite, d'ailleurs, comme semble le dire le Premier ministre du Burkina. D'ailleurs, ce sommet, au cours de ce sommet, le Burkina Faso était, pour ainsi dire, la vedette, puisqu'il a été décidé de la constitution d'une force multinationale conjointe de 2000 hommes pour soutenir le pays, des hommes intègres dans sa lutte contre le terrorisme. Une décision qui devrait se mettre rapidement en œuvre et qui cadre avec le thème de cette conférence au sommet. Le thème ambitionne de donner, je cite, une réponse crédible, préventive et coordonnée face aux défis sécuritaires des États côtiers et sahéliens. Fin de citation. Vous avez parlé d'espoir. L'espoir est-il là dans cette décision de mettre en place une force multinationale au service de la lutte contre le terrorisme, notamment au Burkina? Oui, quand je parle d'espoir, c'est parce qu'il y a aussi l'aspect prévention qui est contenu là-dedans. Donc, prévention, parce que c'est ça, sur la prévention, on n'a véritablement pas travaillé sur les questions de prévention. Je suis désolé, mais au Burkina, c'est depuis les années 2009 que les velléités d'implantation de groupes armés terroristes ont été signalées sur nos sols. Donc l'entourage de l'ancien président Blaise Compaoré le sait, nos sécurocrates le savent, ceux qui s'intéressent à ces questions-là le savent. C'est depuis 2009 pratiquement que au niveau du Sahel, ces mouvements-là ont commencé à s'opérer. 2 ans avant l'attaque de la Libye. Donc c'est 2 ans avant, parce que Kadhafi a été déposé en 2011. Donc c'est 2 ans avant. Et donc Kadhafi déposé en 2011, ça facilitait d'ailleurs les entrées des armes et même des combattants. Donc ça a été un élément accélérateur de la situation. Ajouté à l'instabilité politique, sociopolitique du Mali, parce que ATT a été déposé, puisque les militaires disaient que ATT ne veut pas leur donner les armes pour aller combattre. C'est l'argument qui a été évoqué pour déposer ATT. Aya Sanogo est venu. On s'est rendu compte que c'était un gros mensonge. Ça n'a pas tenu. Donc l'instabilité sociopolitique au Mali a aussi été un élément déclencheur. 2011, mutinerie au Burkina. Nous rentrons également dans un autre niveau de paix relative. Donc on était dans ça. Tac, on est en 2012 et tout. Bon, voilà, la crise de l'article 37 commence au Burkina à prendre la rue et puis ça a commencé à prendre, comme on appelle ça, de l'ampleur, surtout à partir de 2012-2013 et puis ça s'est emballé, la rue s'est emballée. Après les législatives de 2012, les choses ont pris un autre tournant au niveau du Burkina Faso et les choses se sont emballées jusqu'à l'insurrection populaire de 2014. Donc à un moment donné, c'est un président Blaise Compaoré qui n'avait pas le temps pour s'occuper de son pays parce qu'il les parcours étaient des foyers de tension. À l'intérieur, ça couvait. Donc sur les questions de prévention, on n'a rien fait. C'est vrai qu'il y a des officiers qui ont été formés sur les questions de terrorisme, mais quand c'est arrivé, on s'est rendu compte que sur le plan de la logistique et même du commandement, on n'était pas aussi outillé que ça. Et même de l'implication des populations, on n'était pas aussi près que ça. Donc, cette prévention-là, on n'a pas suffisamment outillé là-dessus. Et tout récemment, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, c'est de dire, voici comment on appelle ça, le communiqué qui est sorti, que ce sont des peuples venus du Burkina Faso. Je prends l'extrait de ce qu'ils ont dit. J'ai dit, ces gens-là sont en train de commettre la même erreur que le Burkina. Parce que nous, quand on était attaqué aux premières heures, on disait que selon les informations, les assaillants sont venus d'un pays voisin. C'était soit le Mali, soit le Niger. Ils sont venus taper et ils ont replié de l'autre côté de la frontière. On a commencé les accusations. C'est-à-dire que c'est ce pays-là qui est incapable de surveiller ses frontières. Donc, ceux qui ont attaqué ont pu, comme on appelle ça, tromper la vigilance des gardes frontières, rentrer, taper et puis repartir. J'ai dit, si vous commencez une telle accusation, vous n'allez pas vous en sortir.
peu importe qu'il soit peu venu du Burkina, Djoula venu du Burkina ou je ne sais pas moi venu du Burkina, mais quoi qu'il en soit, s'il a pu traverser la frontière du Burkina et rentrer chez vous, c'est que également à votre niveau, votre maillon aussi a des faiblesses. Oui, mais donc, juge Bouma. En fait, je fais ce rappel-là pour dire qu'on travaille plus dans l'accusation, dans le doigt pointé que dans la prévention. C'est ce que je veux dire. Oui, justement. Mais ici, ce qui est important, j'ai dit de l'espoir parce qu'il y a l'aspect prévention. Espoir aussi parce que il y a cette donne endogène que les gens veulent, mais il y en a aussi parce qu'on risque d'avoir d'autres troupes à l'intérieur. C'est ce qui fait que je dis qu'entre eux, il y a des frictions parce que d'autres n'entendent pas parler qu'il y ait des soldats étrangers dans le lot. Oui, vous êtes confiant, si j'ose dire, parce qu'il y a cet aspect prévention, ce qui est normal, ce qui est une bonne chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina n'est pas passé à une autre étape où il faille agir plutôt que de mettre l'accent sur la prévention? C'est l'aspect espoir, je dis bien. Parce que même la prévention, nous gagnons. On continue d'être attaqué. Il y a des zones où si on avait sérieusement travaillé dans la prévention, ces zones n'allaient pas être attaquées. Donc quand je parle de prévention, je parle de ces aspects-là. Donc, et ça c'est beaucoup plus un enseignement qui va parler. Peut-être une force de dissuasion, voilà. Mais maintenant, c'est pas que je suis tout à fait confiant à 100% sur l'initiative G5 Sahel, l'initiative de cette force. Je l'ai même dit la dernière fois. Je suis curieux de savoir qui est le vrai commanditaire de l'initiative d'Accra. Parce que le G5 Sahel nous a laissé après voir qu'en réalité, on n'était même pas initiateur de cette chose-là. Alors, juge Inoussa Ouedraogo, Bernard pense, et à juste titre d'ailleurs, qu'il fallait mettre, ou qu'il faut continuer de mettre l'accent sur la prévention. Êtes-vous sur la même ligne? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut justement agir d'abord, nettoyer les écuries, je n'ose pas dire d'ougias, mettre un peu de l'ordre dans cette pagaille sécuritaire que nous vivons actuellement pour ne pas négliger aussi l'aspect prévention. Il est évident qu'on ne peut pas avancer sans anticipation aujourd'hui. Maintenant, quand on se met dans le cadre de l'initiative d'Accra, on se rend bien compte que des pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, qui ont plus ou moins essuyé quelques attaques ces dernières années, sont en train d'aller dans une sorte de prévention en réactivant l'initiative d'Accra. Par contre, des pays comme les nôtres, le Burkina, et le Mali et le Niger dans une moindre mesure, n'ont pas su travailler rapidement à anticiper sur ces questions-là. Parce que depuis la chute du colonel Kadhafi, on savait plus ou moins que le Sahel ou le Grand Sahara était devenu un boulevard et que ces choses-là allaient arriver. À l'époque, le président Compaoré avait mis tout le long de la frontière avec le Mali environ 1000 soldats, 1000 gendarmes, je crois. Certains avaient dit à l'époque c'est très peu pour 1200 environ kilomètres de frontières, c'était très peu. Il y avait quelques forces qu'on a essayé antiterroristes qu'on a essayé de mettre en place, mais au-delà de ça, il n'y a pas eu une véritable anticipation sur la question. Donc aujourd'hui, que les États, disons, côtiers, en collaboration avec certains États du Sahel, veulent redoubler d'efforts et d'énergie, c'est à saluer. Maintenant, on a des doutes légitimes, on a des suspicions, on a des questions qui restent posées sur la table, à savoir qui finance cette initiative. Et des infos qu'on a ça et là, il ressort que l'Union européenne participe fortement au financement de cette initiative. Et qui dit Union européenne dit nécessairement la France. Et qui dit la France dit G5 Sahel. Et comme le G5 Sahel a échoué et que l'initiative d'Accra nous revient d'une autre manière, même si elle est née il y a 5 ans, pourquoi c'est maintenant, dans le contexte actuel, qu'on réactive rapidement les choses, qu'on parle de la nécessité d'aller vite et bien, de partager des informations, le renseignement, de mettre en place des hommes qui vont combattre, alors qu'en fait, sur le terrain, ça brûle. Donc, il y a ces questionnements qui sont là. On a parlé d'autofinancement dans le cadre de l'initiative d'Accra,
Mais on se rend bien compte que d'autres financements, en réalité, il s'agit de financements encore des mêmes bailleurs. Cette question a été débattue au cours de ce sommet, puisque c'est maintenant qu'on cherche véritablement les moyens pour pérenniser cette initiative. Mais avant d'en arriver à cette question de financement, il faut également préciser que l'initiative d'Accra, qui existe depuis 5 ans, vous l'avez dit, vise à promouvoir l'échange d'informations ainsi que la coopération dans la conduite d'opérations militaires transfrontalières. Bon, le chef du gouvernement burkinabé qui était là a été assez direct en invitant d'ailleurs les pays africains à, je cite, une coopération militaire franche qui ira sur le terrain car l'heure n'est plus à attendre les aides internationales. Fin de citation. C'est un langage de vérité qui a fait mouche et qui sans doute, et pas sans doute, et qui a déclenché l'envoi d'une force, en tout cas, ou qui a déclenché la décision de l'envoi d'une force permanente de 2000 hommes dans notre pays. Est-ce que vous trouvez le propos du Premier ministre burkinabé fort à propos? Le Premier ministre a raison, c'est ce que nous avons toujours dit. Rien ne sert de continuer à discourir, à faire des sommets, à mettre en place des stratégies, à réunir des sécurocrates qui nous coûtent des millions et parfois des milliards. Et puis après, il n'y a rien sur le terrain. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le G5 Sahel en termes de ce que cette machine allait apporter à la lutte contre le terrorisme? Mais à l'heure du bilan, où est le G5 Sahel? Échec et mat. Même si on peut reconnaître qu'il y a, ça et là, des actions qui ont été posées et qui ont contribué plus ou moins à repousser les terroristes d'une manière ou d'une autre dans certaines localités. Mais ça se limite à là. Et donc, quand on apprend encore que cette initiative d'Accra n'est pas véritablement financée par nous-mêmes, moi c'est là que tout le problème se pose, parce que la main qui donne est toujours au-dessus, et tant qu'on attendra que ce soit eux, les Occidentaux, qui viennent nous financer, ils vont orienter nécessairement la lutte, ils vont nous dire où nous devons acheter les armes, comme on l'a vu dans le cadre du G5 Sahel. Et puis le Mali, qui a maille à partir avec la plupart des pays de l'Union européenne, la plupart des armées de ces pays-là, qui étaient en position à travers le MINUSMA et autres, sont en train de se retirer. Et dans le même temps, on pense qu'on va mettre l'initiative d'Accra, accompagner cela, et on va lutter contre le terrorisme en isolant plus ou moins le Mali. Moi, je ne comprends pas de quoi tout cela retourne. S'il y a une volonté manifeste de lutter contre le terrorisme, il y a des actions fortes et concrètes à mener et à poser ici et maintenant. On l'a déjà vu dans le cadre, par exemple, de la Mozambique. Lorsque ce pays était attaqué, les États de la sous-région ont mobilisé immédiatement des militaires. Immédiatement, je dis. Par exemple, le Rwanda a donné 1000 hommes, si ma mémoire est bonne. Et immédiatement on est allé à l'action. Et c'est ce qu'on n'a pas su faire dans notre région. Et c'est ce que semble vouloir faire aujourd'hui l'initiative. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Alors, oui. Il bondit sur sa proie. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que le Burkina souffre. Ça fait 10 ans que le Mali est en proie à cette guerre. Nous avons besoin, en définitive, Président, d'une armée fédérale ouest-africaine qui prenne en main les choses. Tant qu'on sera là à dire il faut partager des renseignements, il faut partager des informations, il faut amener quelques soldats, il faut, pendant ce temps, des Burkinabés meurent, des Maliens meurent, c'est des Africains qui meurent, et chaque État africain doit être en mesure de sentir sur sa joue la gifle que ces États du Sahel sont en train de recevoir depuis des années. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir aller vers cette coalition de forces, une fédération de forces comme vous dites, mais cela ne doit pas dédouaner chaque pays de faire le job, donc d'assumer sa sécurité. Et revenons sur donc cette annonce du Premier ministre qui a fait mouche. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre burkinabé a eu un langage de vérité, certes, mais un langage diplomatiquement pas tout à fait diplomatique, je vais dire. Et c'est d'ailleurs cette annonce de cette création ou de cette mise en place d'une force multinationale a fait l'objet d'un
interprétation sur les réseaux sociaux, le gouvernement est allé dans un sévère démenti. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le Premier ministre a son style d'expression qu'il n'a pas encore laissé tomber, quand bien même il assure désormais les charges de Premier ministre. Donc, il a voulu rester dans son style en tenant effectivement un discours de vérité. C'est d'ailleurs le discours que le citoyen lambda répète, comme Inoussa l'a dit. Donc les réunionites, franchement, on en a marre. Maintenant, c'est sur la question des lourdeurs administratives. Même le Burkina Faso fait partie des pays champions en lourdeur administrative. Donc là, nous aussi, nous sommes mal placés pour donner des leçons de lourdeur administrative aux autres. Nous en faisons partie. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé à la rencontre des SG, l'une des conditions exigées, c'était dire il faut sauter. Il faut arrêter avec les lourdeurs. Nous en faisons partie. Il y a plein de dossiers qui traînent, mais de façon inutile. Le circuit il est long, les intervenants sont nombreux, et après, l'efficacité à quel niveau? Parce qu'on a continué comme ça et on est toujours à ce niveau. Ça veut dire qu'il faut revoir cette machine-là. Donc nous-mêmes, nous faisons partie de ceux qui sont dans cette affaire de lourdeur administrative. Prenons, ils ont donné 3 mois pour la mise en place de cette force. Les lourdeurs administratives, même au niveau des pays, peuvent retarder ça. Ce n'est pas au niveau du grand bloc de l'initiative. Parce que ici, pour l'envoi des hommes, la procédure que le Burkina va mettre en place pour désigner les hommes qui vont partir de cette force-là, c'est dans ça même on va perdre 3 mois. Parce qu'il faut écrire à un tel, écrire à tel supérieur, pour qu'il écrive à un tel, pour qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse cela. Allez, mon ami, même nous ici, pour le choix là, ce qu'on va mettre dans les questions administratives, déjà, ça ne va pas être simple. Sinon, en 3 mois, ce n'est pas une force opérationnelle que des chefs des États ne peuvent pas mettre en place. Mais maintenant, où il y a de la réserve, c'est comme le juge Ouedraogo l'a dit. C'est la question de financement et de qui prend part. On parle de 2000 hommes à positionner. Effectivement, les pays évoluent, les grands blocs évoluent par fédération. Pourquoi jusqu'à présent l'OTAN existe toujours alors que le pacte de Varsovie est mort et enterré? Le pacte de Varsovie était l'autre copie de l'OTAN. Bien sûr. Mais le pacte de Varsovie a volé en éclats parce que les États membres de l'ex-URSS se sont disloqués. Mais l'OTAN est restée. C'est parce que c'est sous couverture de l'OTAN maintenant que les puissances occidentales, les puissances européennes, comme on appelle ça, malmènent les autres États. Et donc, pourquoi est-ce que nous aussi, nous n'allons pas nous organiser en bloc? Puisqu'ils sont organisés en bloc. Les États-Unis, c'est combien d'États? L'Union européenne, c'est combien d'États? Aujourd'hui, là, la Russie n'est plus seule face à l'Ukraine. Il y a des pays qui sont avec la Russie de l'autre côté. La Russie a annexé des territoires et le sien référendum, il a récupéré des États. Pourquoi? Parce qu'ils savent que seul, on va plus loin. Parce que, seul on va vite. On va vite, mais ensemble, on va plus loin. On va plus loin, comme le disait Henry Ford. Donc, ils ont compris. Mais nous, on n'a pas encore compris ça. Et c'est des questions de pseudo-souverainisme que nous invoquons. Il a cité la Mozambique. Au départ, le président ne voulait pas. Que non, c'est d'abord Mozambique, il faut faire soutenir. Les gens ont dit, écoutez, mon ami, vous n'allez pas vous en sortir, ça va nous taper. Donc, nous aussi, on veut prendre part. Donc, que ce soit la Tanzanie, Botswana, Afrique du Sud, on envoie des hommes. L'Afrique du Sud, c'est 1500 hommes. Nous, 1495 pour être plus exact, plus précis. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, oui, vous revendiquez des questions de souveraineté, mais ce n'est pas vous seulement. C'est ça la prévention. Sinon, c'est pas évident que si ces pays ne s'étaient pas mis au niveau de la Mozambique, peut-être que le terrorisme s'était exporté sur les autres pays. Mais en venant, ils ont travaillé sur la prévention. Nous sommes restés sur les questions de souveraineté. Mais en ce qui concerne, par exemple, l'initiative d'Accra, les réserves de Ouagadougou, il y a vraiment des réserves. Les réserves de Ouagadougou, c'est le choix des hommes. Que ce soit des hommes issus de l'espace, du même espace. Le deuxième fait, c'est le financement qui va être assuré par l'Union européenne, mais ce n'est pas officiellement. C'est par la Grande-Bretagne, qui a pour colonie, ex-colonie, le Ghana. Donc c'est plus facile. C'était comme si le Burkina par rapport à la France. Mais en réalité, c'est comme présente à ce sommet. Naturellement, ça veut se présenter comme un G5 Sahel bis. Que certains États ont travaillé à étouffer. Le Niger, comment on appelle ça,
le Tchad, la France, qui ne voulaient pas voir la rencontre se tenir à Bamako parce qu'entre eux, ce n'était pas le parfait amour, ont tout fait pour que la rencontre ne se tienne pas, et puis les Maliens ont tiré la conséquence et sont partis à autre chose. Donc nous, dans notre cas aussi, les réserves de Ouagadougou, mais je vous dis c'est ça, les documents pour les tractations pour que Ouagadougou signe l'acte de création, c'est plus d'une semaine que ça coince. Et pour le chef de l'État burkinabé, c'est clair, la force, l'initiative doit être d'abord africaine, donc c'est nous. Deuxièmement, les hommes à pourvoir. Troisièmement, les moyens logistiques et tout. Le Nigeria a fait partie des 10 puissantes armées au monde. Est-ce que le Nigeria n'est pas dans les top 5 après l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et j'en oublie. Oui. Donc, mais c'est une grosse machine qui a de l'armement. Qui a même dit qu'il n'est pas membre de l'initiative, mais il est disposé à accompagner avec un appui aérien et de la logistique, pas des hommes d'abord. Mais ça veut dire que s'il y a un appui aérien et de la logistique qui va venir, il y aura quelques Nigériens dans le lot parce que certainement, si c'est leurs armes, ils vont aider à piloter. Donc, ici, oui. Ce que vous dites, justement, c'est que l'annonce, elle seule, ne suffit pas. Et d'ailleurs, le Premier ministre burkinabé est resté prudent, un peu attentiste. Le sommet, a-t-il dit, a prévu d'accompagner le Burkina Faso avec 2000 hommes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous attendons de voir l'opérationnalisation de cette force dans les semaines à venir avant de nous prononcer. Ça veut dire que jusque-là, le Premier ministre, bon, il y a eu cette annonce, bien entendu, mais on attend de voir ce que ça va donner concrètement sur le terrain. Tout à fait. L'opérationnalisation de cette force. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est parce que jusqu'à présent, Ouagadougou n'a pas signé les documents de création, compte tenu du fait qu'il y a des zones d'ombre qui ne sont pas encore éclaircies, parce que pour Ouagadougou, les choses sont claires. On est d'accord à condition que. Et si ces conditions ne sont pas réunies, nous ne sommes pas preneurs. Solution endogène à 100%, c'est ce que demande Ouagadougou. Solution endogène à 100%. Il faut bien entendu que cette force et que même cette initiative soit prise en charge par les pays qui la composent. Le Premier ministre burkinabé a cité des pistes même pour financer cette initiative. Et cette force multinationale conjointe sera basée à Tamale, au Ghana, a-t-on dit. Alors donc justement, comment on fait pour arriver à endogénéiser cette initiative et cette force, Inoussa Ouedraogo? Mais on est déjà parti pour ne pas que ça soit à 100% endogène. Si le président de la Commission de l'Union européenne s'est lui-même déplacé à Accra, où il a pris la parole, ça veut dire ce que ça veut dire. Il me semble que les États-Unis aussi ont annoncé un appui à cette force-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Que nous sommes encore le terrain de jeu de certaines puissances qui, pour des intérêts géopolitiques, géostratégiques, etc., ne vont pas nous laisser les baskets. Continueront à nous épier, à être là. Quand bien même il y a globalement, au niveau de l'opinion africaine, une sorte de rejet de cet appui, de cet assistanat qui dure des décennies mais qui ne produit pas de résultats, on a comme le sentiment qu'ils sont là, ils sont bien là et qu'ils n'entendent pas partir. Même quand quelques États ou quelques dirigeants, à travers des manières à peine voilées, ont tendance à dire que bon, nous ne voulons pas de cet accompagnement, ils sont toujours là. Malheureusement aussi, il y a ceux qui, dans l'ombre, disent que nous ne voulons pas de cette aide, mais non, officiellement disent nous ne voulons pas de cette aide, mais la nuit tombée court encore pour dire aidez-nous, sinon on ne pourra pas faire face à cette situation. Donc il faut qu'on joue le jeu de l'honnêteté, de la franchise et de la vérité avec nos populations. Soit on a besoin de l'aide des Occidentaux, auquel cas on leur dit voilà ce que nous attendons clairement de vous. Mais nous n'entendons pas que sur cet aspect, on nous dicte des choses. S'ils acceptent, ben, on y va. Mais s'ils refusent et que l'aide est toujours conditionnée par quelque chose, évidemment, c'est à nous de choisir. On sent effectivement la volonté de Ouagadougou de dire que nous ne voulons pas qu'on nous impose des choses, mais en même temps, qu'est-ce que Ouagadougou propose?
en contrepartie, par rapport aux hommes, est-ce que c'est Ouagadougou qui doit attendre que les autres nous disent comment va se faire leur aide, ou bien c'est nous qui devons dès à présent dire quel type d'aide nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui au Burkina que des troupes ouest-africaines viennent intervenir? Ou est-ce qu'on a besoin qu'on nous donne des équipements pour que nous-mêmes nous puissions intervenir? Nous sommes dans un processus de recrutement de 50 000 personnes pour aller au combat. Même si ce n'est pas des militaires tout faits, nous avons notre armée qui est là. Nous avons des forces paramilitaires qui sont là, qui peuvent d'une manière ou d'une autre apporter leur contribution pourvu qu'on leur donne l'équipement nécessaire, le discours politique qui va avec, la gouvernance qui va avec, et nous pourrons faire face. Maintenant, si c'est des hommes que nous avons besoin, que notre État et le Premier ministre qui apporte des critiques, des observations, disent clairement, nous voulons qu'ils interviennent dans le théâtre, au niveau du théâtre nord, au niveau de l'Est, exactement. Voici les conditions que nous posons. Mais ce n'est pas à eux de nous donner des conditions et puis nous allons voir. Si nous sommes un État et que nous tenons à notre souveraineté, malgré nos insuffisances, que nous puissions dire, bon, nous avons certes des insuffisances, nous avons besoin que les autres Africains nous viennent en aide, mais voici ce que nous voulons ou nous attendons exactement d'eux. De cette façon-là, chaque parti sait à quoi s'en tenir. Comme je l'ai rappelé, dans le cadre de l'initiative d'Accra, il y a déjà eu des opérations au niveau des frontières Burkina, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Niger, etc. Il y a eu déjà plusieurs interventions. On peut tirer leçon de ces interventions, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. On peut tirer leçon en termes de partage du renseignement et voir exactement quelle peut être la contribution concrète de l'initiative d'Accra en termes, par exemple, d'équipement des forces. Et puis, comme vous l'avez dit, le Nigeria n'est pas dedans. C'est vrai qu'ils ont le rôle où, disons, on leur permet d'être observateurs, mais le Nigeria a une grosse expérience en matière de lutte contre le terrorisme qui aurait pu servir véritablement. Le Nigeria ne fait pas partie de l'initiative d'Accra, pas pour le moment en tout cas, c'est le Nigeria. Ils veulent venir en tant que membres observateurs. Et je dis que c'est même trop tard. Cette initiative-là aurait pu démarrer avec le Nigeria. Oui, mais vous dites que c'est trop tard. Le juge Bougma aussi a dit que c'est trop tard, mais on dit toujours qu'il n'est jamais trop tard. Il faut bien commencer les choses quelque part. Aujourd'hui, on a dépassé, on n'a pas tiré le son de l'expérience mozambicaine, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, en venant tout de suite en renfort au Burkina pour juguler cette crise. Ben, aujourd'hui, au-delà de la prévention, il faut agir et il est annoncé cette force multinationale. Cette force multinationale qu'il faut encadrer, il faut savoir exactement quelle forme prendront donc les appuis à apporter au Burkina dans sa lutte contre le terrorisme justement. Et d'ailleurs le Premier ministre, lui, il a été très clair, il n'a pas mâché ses mots à ce sommet. Cela fait 6 ans, a-t-il dit, que le Burkina Faso est attaqué et cela n'émeut ni les voisins ni la communauté internationale. Donc contrairement au Mozambique, donc, et il a affirmé d'ailleurs, je cite, l'heure n'est plus aux rencontres, aux tergiversations, mais il faut agir, car pendant que vous êtes dans vos rencontres, le Burkina perd des vies humaines. Fin de citation. Ben, c'est de ça que nous parlions, et nous espérons vraiment que ce discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais en même temps qu'il tient ce discours à ses homologues et au président de la sous-région, ce discours aussi doit être tenu à l'intérieur. Voilà, parce que pendant que nous sommes à Ouagadougou, dans nos bureaux climatisés, il y a aussi d'autres Burkinabés qui meurent quelque part. Et on ne peut pas comprendre donc certaines dépenses, on ne peut pas comprendre certains choix politiques, on ne peut pas comprendre certaines lourdeurs administratives. Souvenez-vous, cet intervenant à l'ALT, qui est le représentant... L'Assemblée législative de transition. Qui est le représentant des VDP, il a dit que ça fait 4 ans qu'il n'avait pas dormi dans une maison. Et que c'est quand il est venu à Ouagadougou qu'il a pu dormir dans une maison. Et il dit que d'autres hommes comme lui, dans toute la région de l'Est,
en tout cas à une certaine dimension, depuis 4 ans ne dorment plus dans des maisons. C'est ce type de discours aussi qu'on doit entendre et dire de façon claire ce qu'on doit faire. Mais quand on écoute souvent nos autorités, on a le sentiment qu'ils n'ont pas encore réussi à, même s'ils ont compris, à activer le moteur au plan national pour permettre de comprendre à chaque compartiment de notre pays que nous sommes véritablement en guerre et que nous devons aller vite et bien. Mais quand tu arrives à Ouagadougou, en tout cas tu n'as pas le sentiment d'être dans un pays en guerre, parce qu'on n'a pas encore pris toutes les dispositions au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, au niveau de notre administration publique pour faire face à cette guerre-là. Donc, aussi bien qu'on est d'accord avec le Premier ministre qui tient ce discours avec ses homologues, il doit commencer par appliquer cette politique-là dans son pays, puis ensuite à exiger cela des autres. Il faut absolument compter d'abord sur nos propres forces. Il faut que nous-mêmes nous puissions agir. Le président du Bénin a d'ailleurs approuvé le discours du Premier ministre burkinabé, puisqu'il a estimé que ce qui se passe au Burkina, la situation sécuritaire du Burkina, a-t-il notamment indiqué, est une honte pour l'Afrique. Et les pays membres de l'initiative d'Accra doivent répondre vigoureusement. Mais là aussi, on est plutôt dans l'élégance du discours et on attend toujours l'élégance des actions, des actes. Tout à fait. Oui, on attend l'élégance des actes terrains, pour prendre vos termes, c'est ce qu'on attend. Sur le discours, on en a plusieurs fois tenu. Il y a eu, je pense que ça doit être en 2019, ou c'est en 2018, la rencontre à Ouagadougou. C'était toute la CEDEAO qui a porté les problèmes du terrorisme au niveau du Sahel devant la tribune des Nations Unies et qui ont demandé que le chapitre 7 soit activé pour effectivement que la mission soit endossée par l'ONU. C'est toute la CEDEAO qui a porté, ça n'a pas marché. Il y a eu tellement de réunions, c'est pourquoi j'ai dit d'accord, je rejoins le Premier ministre quand il parle des réunions NIT, les petites rencontres inutiles, on en a tenu, et de très nombreuses rencontres. Le G5 Sahel, j'en oublie. Sans oublier même que les malversations liées à la bureaucratie du G5 Sahel qui ont fuité dans certains documents. Bien sûr. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? On dépensait plus d'argent dans la bureaucratie que dans les actes concrets à poser pour lutter effectivement contre le terrorisme. Tout à fait. Là, on a 3 mois pour mettre en place la force opérationnelle. 3 mois, parce que c'est une force qui va être activée. Bon, là, on verra si effectivement dans les 3 mois on pourra le faire. Parce que ça demande quoi? L'installation d'un QG, la mobilisation de ressources humaines, financières et tout, et on a 3 mois pour rendre ça opérationnel. S'il y a de la volonté, ces pays-là peuvent le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a cette volonté? Parce que certains aussi ont trouvé que c'est une opportunité pour avoir beaucoup d'argent avec les partenaires. Il y a des pays qui se disent, si ça va marcher, nous aurons de l'argent avec les partenaires. Oui. Donc, ce n'est pas un élément également à négliger. Donc, on pourra, par ce truchement-là, glisser des projets de développement, dire, bon, pour la sécurité, il faut qu'il y ait du goudron, il faut qu'il y ait de la route, donc on va porter des projets routiers. C'est ça la réalité. Donc, la priorité, si la priorité c'est de la sécurité, qu'on en fasse, l'initiative d'Accra est une force sécuritaire. Ça peut être le point de départ d'ailleurs d'une armée fédérale ouest-africaine. Moi, je n'ai pas de problème avec. Pourquoi les autres en ont et puis nous n'en avons pas? Et donc, quand vous touchez à un seul pays de l'OTAN, vous avez des problèmes. Pourquoi Zelensky force pour entrer à l'OTAN? Je reviens avec l'OTAN. Et pourquoi l'OTAN, les pays de l'OTAN lui donnent des armes? Pour le moment, il ne peut pas intervenir parce que l'accord n'est pas là. Mais il lui donne des armes par, comment on appelle ça, par d'autres circuits. Il lui donne des moyens financiers pour pouvoir tenir. Donc, il s'organise en groupe. Nous, on ne s'organise pas. Ça veut dire quoi ça? Mais c'est normal. C'est l'histoire, hein. Les premiers moments, on a eu des gens qui avaient l'idée de la fédération comme les Nkwame Nkrumah. Mais il y en a qui n'en voulaient pas comme les Houphouët-Boigny, qui ont travaillé aussi à créer ces micro-États qu'on a. On se rappelle du contexte de création du Conseil de l'Entente en son temps. Ça, c'est aussi l'histoire. Mais aussi aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer dans ces micro-États, revendiquer une souveraineté dont on n'est même pas capable d'assumer. Alors que les autres, qui nous ont même enseigné ça, et qui nous ont légué la forme jacobienne de l'État, de la gestion de l'État, s'organisent en fédération. C'est là où je ne comprends pas les Africains. C'est là où moi je ne comprends pas. Ça manque de logique tout ça. Ça manque de logique, puisque ceux-mêmes qui vous ont dit que, ouais, souveraineté, chacun sa constitution, élit son président, oui, s'organisent en fédération. L'armée, comment on appelle ça, française là,
elle n'était pas aussi puissante pour taper la Libye. Pourquoi la France avait besoin des États-Unis pour le faire? Pour l'Irak, pourquoi quand la France a dit non, l'Allemagne a dit non, et puis la Russie a dit niet, ça a fâché George Bush? Il sait. Pourquoi, comment on appelle ça, au niveau de l'Ukraine, ce sont les médias européens qui sont d'ailleurs les propagandistes en chef de cette guerre de l'Ukraine, comme la Russie-Ukraine. Pourquoi? Et les médias russes, rapidement, on les a éteints. Et donc, ce sont les informations, vous tapez les médias occidentaux, vous avez une autre lecture de cette guerre. C'est quand on dit que Poutine s'enlise, c'est dans ces conditions que le monsieur organise son référendum sur les territoires conquis, et puis il avance. Mais qui porte cette guerre-là? Ce sont des médias occidentaux. Est-ce qu'ils sont ukrainiens? Alors, ce sont des médias ukrainiens? Non. Je pense qu'avec un peu d'intelligence quand même, nous devons nous dire que chez nous, on dit quand quelqu'un te lave le dos, il faut te laver la figure. Alors oui, vous avez posé en filigrane la question du financement de cette initiative d'Accra, la question du financement de la logistique de cette force multinationale qu'on annonce pouvoir créer bientôt. Juge Inoussa Ouedraogo en a également parlé. Là aussi, le Premier ministre a été très clair, le Premier ministre burkinabé a été très clair à ce sommet et il est resté d'ailleurs pragmatique à mon sens, puisque pour lui, il faut adopter l'autofinancement. Un point, c'est tout. Il faut adopter l'autofinancement, un point, c'est tout, au moment où aujourd'hui, on lorgne du côté, comme vous l'avez si bien dit tous les deux, du côté des puissances étrangères, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, etc., pour aider à mettre en branle tout ce processus qui va déclencher la lutte véritable contre le terrorisme. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a une part de vérité qu'il faut reconnaître. Nous ne vivons pas en vase clos. Donc, c'est difficile de faire sans les autres. Parce que les mêmes pays ont eu recours aux Africains qu'ils ont offert en chair en canon pendant les guerres mondiales. Donc, à un moment donné, même les grandes puissances ont eu besoin de bras, soit pour le développement, comme dans les plantations de canne à sucre au niveau de l'Amérique latine, soit pour pouvoir les aider à contrer l'ennemi pendant la guerre mondiale. Donc, ceux qui se réclament grande puissance en ont besoin. Donc, nous aussi, on a besoin de cet appui-là. On a besoin de cette aide. Mais comme l'a si bien dit Thomas Sankara, à un moment donné, cette aide doit nous aider à nous dépasser de l'aide. La même France, là, après 1945, les États-Unis ont voulu prolonger la présence des troupes américaines sur le sol français. De Gaulle a dit que c'est fini. Il n'en a pas. La guerre est finie, il faut rentrer. Il a dit la guerre est finie, il faut rentrer. C'est une leçon qui nous est venue de la France. Les Américains disent nous allons rester aider à sécuriser. Ils disent bon écoutez c'est vrai, vous avez fait votre part de boulot, nous allons terminer le reste. Et puis la guerre est finie. Le Japon est tombé, Hitler a disappear. Et puis bon voilà, donc écoutez monsieur, c'est bon, vous pouvez rentrer. C'est contre leur gré que les Américains sont rentrés, parce que la France dit non c'est bon. Donc nous, à quelle étape avons besoin de l'appui extérieur en hommes ou en logistique, et à quel moment on se dit maintenant nous pouvons prendre la relève et assumer. Ça c'est un travail d'intelligence et de vision à poser. Après ces éléments là c'est fini. Mais maintenant dire qu'on n'a vraiment pas besoin parce qu'on est souverainiste, ça c'est également une erreur. C'est de ça que je parle. Ça doit être de façon responsable. Et donc dans ces conditions on ne peut pas se payer le luxe de dire qu'on ne veut d'ailleurs rien de l'extérieur. Non, ce serait une erreur. Donc il ne faut pas s'inscrire dans une posture de tout ou rien. Mais maintenant, pour terminer, celui qui vient nous aider, c'est en contrepartie de quoi? Donc les États-Unis ont bel et bien aidé la France, mais à un moment donné, la France a dit vous pouvez rentrer. Mais nous, la personne qui vient nous aider avec quelle contrepartie? Il y a ces éléments également comme on appelle ça, à regarder. Ce n'est pas aujourd'hui que le Burkina a refusé de patrouiller avec des forces étrangères, et même Macron l'a dit, le Burkina a refusé que des soldats français patrouillent avec leurs hommes. Apparemment, ça nous a été donné comme un reproche. C'est comme si ça n'avait pas été sérieusement apprécié en son temps. Mais Kaboré avait fait le choix d'assumer. Et les autres qui sont venus après lui sont toujours dans cette logique. Mais maintenant, je dis bien, le coup de main qui vient, jusqu'à quel niveau? Pendant qu'il est en train de laver le dos, on a lavé la figure. À un moment donné, on dit bon, on peut se débrouiller pour que l'eau atteigne le dos. Maintenant, c'est bon, merci. Oui, alors... Donc, la réalité aussi, c'est ça. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui
en capacité, en termes d'intelligence et tout, je pense que les enjeux sont beaucoup plus à ce niveau-là. Justement, il ne faut pas s'inscrire dans une posture du tout ou rien. Il faut être responsable et savoir quelle aide demander et comment demander l'aide et quelle contrepartie on paye pour cette aide, Younoussa Ouedraogo. Absolument, il ne s'agit pas de rejeter catégoriquement toute aide de l'extérieur. Mais comme on l'a dit, cette aide-là, c'est d'abord nous qui devons la demander. La définir, bien sûr. Et puis dire aussi ce que nous ne voulons pas, qu'on nous permette cela. Si on ne peut pas, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut bien que ceux aussi qui aident, qu'ils regardent. Est-ce qu'ils sont en train de jeter de l'argent par la fenêtre ou est-ce qu'ils sont en train d'aider pour qu'au bout de quelques années, on n'ait plus besoin perpétuellement. Pour eux, l'argent n'est pas jeté par la fenêtre puisqu'ils ont des objectifs à atteindre et qu'ils ont des intérêts qu'ils entretiennent. Est-ce que leurs objectifs sont nos objectifs? Est-ce que les résultats qu'ils veulent atteindre sont les nôtres? Parce que comme on le dit, ça fait des années que ça dure. Nous avons notre part de responsabilité. Mais nous devons aussi courageusement dire à celui qui nous aide, voici ta part de responsabilité. Et c'est ensemble, en définissant les choses, que nous pouvons aller de l'avant. Mais il y a un autre aspect de l'histoire qui est important, sur lequel d'autres États peuvent s'appuyer pour aussi venir en aide au Burkina. Lorsqu'il y avait l'apartheid, sous la révolution, le Burkina a donné quelques armes à l'Afrique du Sud pour qu'elle puisse combattre l'apartheid. Tout à fait. Aujourd'hui, nous serons heureux d'avoir le retour de l'ascenseur. Donc si l'ambassadeur de l'Afrique du Sud est à l'écoute, ou si des autorités sud-africaines sont à l'écoute, nous avons besoin aussi qu'ils nous viennent en aide à travers des équipements, à travers du matériel, au lieu de nous laisser dans la main ou dans les mains des Occidentaux qui nous fixent des conditions que nous avons du mal à pouvoir respecter. Ce qui sous-entend, Younoussa Ouedraogo, que justement on doit privilégier cette coopération sud-sud, avoir des partenaires plus larges sur le continent, plutôt que de les rechercher au-delà des mers. Le Burkina avait à l'époque apporté son aide à la République arabe sahraoui. C'était pas grand-chose, mais on a apporté. À l'Angola, on a apporté notre contribution. Et tous ces pays aujourd'hui doivent pouvoir... Palestine, le Burkina a apporté sa contribution. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir également nous apporter du soutien de façon pratique, de façon claire, mais de façon simple, sans des conditions. Quand on attend de réunir des forces mixtes et autres là, c'est bon, mais ça prend du temps. Si aujourd'hui le Ghana dit, nous vous donnons 3 hélicoptères, parce que pour le moment nous n'avons pas besoin. Si la France nous dit, nous vous donnons 10 chars, et j'ai dit, le Nigeria vous dit, nous vous donnons 10 chars. Si la Côte d'Ivoire nous dit, nous vous donnons 10 000 Kalachnikov pour les VDP que vous avez recrutés récemment. Ça, ce sont des aides concrètes. Ce sont des aides concrètes qui vont nous beaucoup aider. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement, 30 secondes? Tout à fait. Ce qu'il dit, c'est très intéressant. Winnie et Nelson Mandela avaient des passeports diplomatiques burkinabés pour faciliter aussi le déplacement. C'était une contribution symbolique, certes, mais c'était une contribution. Où est cette solidarité légendaire africaine tant chantée? Le Mali de Modibo Keïta, quand la Chine traversait sa période difficile de famine, le Mali envoyait du poisson à la Chine. La Chine n'oublie pas. Donc, sur ces questions, en Afrique, on peut le faire. Je parlais tantôt du rang du Nigeria. C'est 4e puissance armement. C'est 4e puissance militaire en Afrique. Après l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie, c'est le Nigeria. C'est ouest africain. Donc, le Nigeria est dans le top 5. Mais ces pays-là, s'ils s'organisent, si réellement on veut s'entraider, on peut le faire. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande quand il y a une attaque? C'est un appui aérien. Ces pays n'en disposent pas, on ne peut pas s'entraider. Il va falloir s'entraider de façon franche et sincère. Mais s'il faut toujours attendre ceux de l'autre côté de la mer, on va toujours retomber dans les mêmes travers. On va organiser les sommets de l'Union africaine et revendiquer des indépendances qui n'existent pas. La situation sécuritaire au Burkina Faso est une honte pour l'Afrique. L'Afrique doit regarder à l'Afrique parce que, comme le chante si bien Tiken Jah Fakoly, quand nous serons unis,
ça va faire mal. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité qui a porté son regard sur le sommet de l'initiative d'Accra qui vient de se tenir dans la capitale ghanéenne. Merci au juge Bernard Bougban, merci. Merci à Inoussa Ouedraogo et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Mais prenez grand soin de vous en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, même heure, même chaîne, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.